Quand je suis devenu papa, je me suis demandé quel papa j'allais être. Plein de questions me sont venues, et à chacune de ces questions, des myriades d'injonctions se sont proposées comme réponse. Des injonctions parfois contradictoires entre elles et parfois rigoureusement inapplicables. Est-ce qu'il fallait qu'un enfant finisse son assiette? Est-ce qu'il fallait qu'un enfant ne soit pas forcé à manger s'il n'avait pas faim? Est-ce qu'il fallait coucher ses enfants à 9 heures? Ou est-ce que cela n'avait pas de sens d'imposer à un enfant de dormir s'il n'avait pas sommeil? Est-ce qu'il fallait qu'un enfant obéisse à son père? Ou est-ce qu'il était normal qu'un enfant rechigne à faire quelque chose qu'on lui demande s'il n'en comprend pas le sens? Comment choisir entre toutes ces injonctions? Comment éviter d'être un papa arbitraire? Et plus généralement, comment échapper à l'arbitraire, puisque toutes nos relations sociales, nos relations amoureuses, nos relations familiales, nos relations professionnelles, nos relations avec nous-mêmes sont structurées par ces injonctions. La plupart du temps, ces injonctions sont des vestiges d'époques où l'éducation était envisagée comme un dressage, des vestiges d'époques où il y avait des dominants et des dominés et où les relations de subordination étaient pratiquement universelles. À cette époque, on ne faisait pas confiance aux enfants, on ne faisait pas confiance aux femmes, on ne faisait pas confiance à ceux qui travaillaient pour nous. Et bien entendu, on les traitait en conséquence. On ne cherchait pas à les accompagner, à les soutenir, à les entendre. On cherchait à les maîtriser, à les encadrer, à les asservir. La manière d'envisager les relations a beaucoup changé, mais les règles de la famille, les règles du couple, les règles de l'État n'ont guère évolué. Comment expliquer une telle permanence? Comment expliquer une telle résistance au changement de ces injonctions? En creusant, j'ai vu que ces injonctions étaient rarement visibles. Bien sûr, il y en a des injonctions visibles. C'est notamment le cas des règles. Paye tes impôts, c'est l'heure d'aller à l'école, il faut arriver au bureau à 9 heures, tu ne peux pas sécher le dîner de Noël. Ces injonctions sont parfois mal vécues, mais elles peuvent être facilement mises en cause précisément parce qu'elles sont ressenties, parce qu'elles sont visibles. Mais il y a aussi des injonctions plus discrètes, des injonctions qui s'incarnent dans des croyances et dans des habitudes. Les enfants font des caprices. Les cadres mangent à l'étage. Les gens qui s'aiment vraiment vivent ensemble, dorment ensemble et doivent constituer une cellule économique, etc. On pense que c'est comme ça que ça doit être, parce que ça l'a toujours été. Mais ces injonctions nous aliènent lorsqu'elles sont inadaptées à nos besoins et à nos aspirations. Et leur invisibilité nous rend profondément fatalistes et impuissants. Et puis, il y a les injonctions qui prennent la forme de valeurs, de principes, d'idéaux, de modèles de réussite ou d'épanouissement. Ces injonctions, elles exercent sur nous une contrainte morale parce que nous les célébrons. Nous pensons que nous leur devons notre valeur. Nous pensons qu'elles font de nous des créatures supérieures. Mentir, c'est mal. Donner sans compter, c'est bien. Une femme s'accomplit en devenant mère. La famille est sacrée. Quand nous nous risquons à sortir du cadre défini par ces injonctions invisibles, nous perdons notre valeur sociale, nous perdons notre dignité, notre droit d'appartenir au groupe dont nous faisons partie. Nous nous sentons coupables et nous méritons d'être punis. Les valeurs sont assurément les injonctions les plus toxiques potentiellement.
elles nous prescrivent des désirs qui ne sont pas toujours les nôtres et elles nous empêchent petit à petit de savoir ce que nous voulons vraiment, au point que nous ne savons plus quoi faire de notre liberté. Si on prend du recul, on voit que toutes ces injonctions sont des prisons. Elles constituent autour de nous des cellules qui nous enferment et nous isolent. Et les deux seuls choix qui nous sont laissés, c'est de nous en prendre à nos codétenus en leur attribuant ce sentiment d'oppression, d'étouffement, de captivité qu'on peut ressentir, ou de nous en prendre à nous-mêmes en renonçant, en abdiquant, en ne recherchant plus des relations authentiques. Et forcément, on recherchera des satisfactions de substitution. On regardera la télé, actuellement 3h47 par Français par jour. On refera le ménage alors que la maison est propre. On passera des heures sur les réseaux sociaux. On regardera les 11 saisons d'une série géniale. Et puis on perdra de vue que la vie peut être magique, qu'on n'en a qu'une a priori, et que c'est maintenant. Les injonctions nous rendent violents envers les autres et envers nous-mêmes, comme des détenus. Alors comment on sort de prison? D'abord, on se débarrasse de cette idée absurde que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Que l'autre serait une entrave à ma liberté. C'est absurde parce que nous sommes des animaux sociaux et que le monde serait vide et froid si notre liberté se résumait à la possibilité de faire ce que l'on veut. C'est absurde parce que ce que l'on veut avant tout, ce n'est pas faire ceci ou cela, c'est être écouté, compris, reconnu, désiré ou aimé. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas obtenir si on ne donne pas aux autres ce qu'ils attendent de nous. Voilà. Notre liberté se joue dans les liens que nous tissons. Et la force et la beauté de ces liens dépendent très étroitement de notre capacité à nous ajuster les uns aux autres. Le souci, c'est que parfois, on n'arrive pas à s'ajuster. Bien sûr, si on est papa, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de toutes ces injonctions, d'écouter ses enfants et de s'écouter soi-même, de s'efforcer de cultiver une empathie mutuelle, fluide, continue, dans un effort le plus permanent possible d'attention et d'ajustement. Mais l'ajustement n'est pas toujours possible et parfois, ça aide de mobiliser des règles, mais pas n'importe comment et pas n'importe lesquelles. Des règles qu'on définit et qu'on définit ensemble. Alors comment on fait pour définir ensemble des règles qui nous rapprochent? Depuis près de 10 ans, dans le cadre de mon activité d'ingénieur social, je travaille sur ces liens qui rapprochent. Et dans ce cadre, j'ai élaboré une méthode plutôt simple qui permet de développer l'empathie mutuelle. La première étape de cette méthode consiste à identifier les aspirations que les personnes vont pouvoir satisfaire les unes les autres. Les aspirations, les envies, les besoins de toutes les personnes impliquées dans la situation. La deuxième étape consiste à identifier les contributions que les personnes vont pouvoir s'apporter les unes aux autres, chacun en fonction de ses envies et de ses capacités. La troisième étape consiste à
comprendre et à imaginer quel système de règles permet d'offrir le plus de satisfaction possible à ces aspirations qu'on a identifiées pour la contribution, pour l'effort le plus modeste qui soit. L'enjeu est de trouver une règle qui permet d'ajuster l'offre et la demande, les besoins et les capacités pour qu'un lien durable et mutuellement fructueux se tisse ou se développe. Pour incarner mon propos, je vais en revenir à mes enfants. Et je vais vous raconter comment j'ai essayé de résoudre un problème qui se posait quotidiennement. Vous l'avez peut-être deviné, je ne suis pas un père naturellement autoritaire. Et le souci, quand on ne fait pas du tout peur à ses enfants, c'est qu'on peut répéter 15 fois « lave-toi les dents »,« range ta chambre »,« fais tes devoirs », il ne se passe rien. Et on n'est pas entendu. Et à la fin, c'est pénible. Alors on s'énerve, on essaie de faire peur un petit peu, mais on ne se reconnaît plus vraiment. Un jour, je me suis mis en tête d'appliquer cette méthode que j'ai développée dans le cadre de mon travail à ce souci que j'avais dans la maison. Mes enfants, que voulaient-ils ? Ils voulaient que je ne cherche pas à les commander, comme ils disent. Ils cherchaient à jouer et ils cherchaient à ce que je leur fasse plaisir, que je les emmène à la piscine, au zoo, à l'aquarium. Ils avaient envie, je pense, de ce dont tous les enfants avaient envie. De mon côté, j'avais envie qu'ils soient plus autonomes et j'avais aussi envie de passer du bon temps avec eux. J'ai donc envisagé mes enfants comme des partenaires et plus comme des petits soldats qui devaient obtempérer aux injonctions dont je me faisais le relais. Alors je leur ai dit, si vous réalisez spontanément, sans que je vous le demande, toutes ces choses que tôt ou tard vous finirez bien par faire, toutes ces routines du quotidien, alors vous disposerez du temps que vous m'aurez épargné. Je voulais qu'ils comprennent que plus vite ils réalisent les routines du quotidien, plus il nous reste de temps pour des choses précieuses et intéressantes. Chaque tâche réalisée spontanément leur faisait gagner un certain nombre de minutes que je m'étais engagé à leur restituer sous une forme plus agréable en fin de semaine. L'effet a été immédiat. Mes enfants se sont mis à cumuler des centaines de minutes jusqu'à m'extorquer une après-midi entière dans un parc aquatique. La dynamique s'est poursuivie et est entrée dans notre quotidien. Et un jour, j'ai surpris un ami d'un de mes fils en train de balayer la cuisine. Je me suis dit, je tiens quelque chose. Lui aussi, il voulait gagner des minutes. Avec mon associé, j'ai donné à ce principe la forme d'un jeu, avec un plateau, des cases, des pions, des cartes qui représentaient les actions, des cartes qui représentaient les bons moments qu'on allait pouvoir passer ensemble. Et puis on l'a testé dans de nombreuses familles. À chaque test, on s'ajustait un petit peu mieux aux aspirations des enfants, des parents, et le système de règles évoluait doucement pour que tout soit le plus harmonieux possible, que les aspirations et les capacités de chacun soient prises en compte. Et puis on l'a lancé. Et désormais, chaque semaine, nous recevons des témoignages de parents qui nous remercient de les avoir rapprochés de leurs enfants, que ce soit en France, en Suisse, au Canada. Qu'est-ce qu'on voit si on prend un peu plus de recul encore ? On voit finalement que nous vivons toutes nos relations dans des prisons invisibles. Des prisons invisibles dont les portes sont désormais ouvertes. Des prisons que nous ne quittons pas pour autant. Ces prisons
ce sont toutes les injonctions, souvent inconscientes, qui nous disent ce qu'on doit être, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit croire, ce qu'on doit faire. Elles ne répondent aux aspirations de personne et nous enferment, chacun dans notre cellule. La bonne nouvelle est qu'il ne tient qu'à nous de sentir la pression continue de ces injonctions, d'apprendre à sentir cette pression continue. Et cela dans toutes nos relations, familiales, professionnelles, amicales, amoureuses, avec nous-mêmes. Et une fois ressenti cette pression, apporter ces injonctions à la lumière. Bien souvent, cela suffit à les dissiper. Nous pouvons alors inventer avec les personnes de notre vie les liens dont nous avons vraiment envie. Car ce n'est pas nous le problème. Le problème, ce n'est pas notre moitié, ce n'est pas nos enfants, ni nos collègues, ni nos patrons. Le problème, ce n'est pas le casting, c'est le scénario. Je vous remercie.